Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Ndetoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge ya kafu kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Nos voeux le meilleur de santé, de force, de fidélité à votre chaîne Politicon RDC, de succès, mais aussi des réussites dans toutes vos entreprises. Pour 2025, oui, nous nous approchons déjà et tout est fait pour vous servir en 2025 avec davantage d'interviews, de reportages exclusifs, mais aussi des contenus à retrouver sur votre chaîne. Eh bien, le décor déjà est planté. Merci de votre fidélité. Et ici, nous considérons que vous méritez mieux. C'est pour cela que chaque jour est une obligation, est une responsabilité pour nous d'être là, de vous servir. Dans l'actualité, le chef de l'État est attendu de pied ferme à Kananga. C'est mardi 24 décembre 2024 où il passera la Noël bien avant. Une équipe d'avance ou de préparation serait déjà sur les lieux, sur place. Le chef de l'État va devoir communier avec la population des Kananga. Peu avant ses déplacements, le chef de l'État était devant le député membre du gouvernement de l'Union sacrée au chapiteau de l'Union sacrée le samedi dernier. Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres les raisons de la mise en place de l'Union sacrée après la mise à mort de la coalition FCC. Le président a parlé de raisons appelant à la création de cette majorité au buzz qui est en passe de sonner les glaces, puisqu'il a appelé tout celui dont les aspirations sont en contradiction avec la vision de l'Union sacrée, de tirer les conséquences qui s'imposent. On évoquera aussi la question des dotations des Jeeps aux députés nationaux. La promesse a été faite par le premier citoyen, Félix Tshisekedi. Parlant de l'Union sacrée, est-ce que le chef de l'État est conscient du surplace ou de la crise des leadership et même des confiances qui semblent plomber de plein fouet cette majorité au pouvoir? On va parler d'autres sujets d'actualité. Bienvenue, merci de nous retrouver. Vous êtes sur Politicon, la force du détail au bon endroit. Et merci
de nous rejoindre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour démarrer la semaine, on a pensé à Alain Bolodja, président national du parti politique Les BAT. Merci d'être venu. Comment allez-vous? C'est à moi de vous remercier. Oui, je vais bien. Merci. Une question d'Anodine. En même temps, c'est une question quelque peu philosophique. Entre l'avoir et l'être, qu'est-ce qui précède l'autre? Bon, ça doit être l'être. Ça veut dire... il faut être pour avoir. Il faut être pour avoir. Oui. On est ce que l'on a. Non. On a ce que l'on est. Non. Et non grâce à ce que l'on a. Non. Il faut être pour avoir. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. On n'est pas ce que l'on a. On a ce que l'on est. Non. On n'a pas ce que l'on est, on n'est pas ce que l'on a. On est au-delà de ce que l'on a. Mhm. Et on peut avoir des choses, mais cela ne nous reflète pas. Ok. Parce que généralement, les gens pensent que ce sont les avoirs qui font l'être. Non. C'est l'être qui fait les avoirs. Mhm. Et on peut avoir moins que ce que l'on est. Donc, naturellement, il faut être pour avoir. Là, c'est une question philosophique. Et on comprend Effectivement, votre part de vérité. Vous aimez la philosophie? Vous avez étudié les écrivains grecs, français ou congolais? Non, moi j'aime la philosophie. La philosophie. Je n'ai pas besoin d'étudier les autres pour aimer la philosophie. Mais je prends vraiment le temps à lire. Et quittant la définition classique, comment vous définissez la philosophie? La sagesse, l'intelligence, le savoir. Okay. C'est tout. Et je pose cette question parce qu'elle répond à une problématique du sous-développement que connaît notre pays, justement. Est-ce que c'est à ce niveau-là que réside le véritable problème? Bon, je prends le cas de nos pays du Sud. Nous avons des ressources, mais nous sommes... On a tout ce qu'il faut pour nous développer. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut. On a l'essentiel. On a l'essentiel. Mais on n'a pas tout ce qu'il faut parce que le développement étant un processus. La première transformation qui s'est faite, c'est la transformation mentale. C'est ce qui nous manque. On n'a pas la technologie. On n'a pas su appréhender la perception du développement actuel. Parce que généralement, les gens semblent oublier que le développement tel que conçu aujourd'hui est la résultante de l'intelligence. Ce n'est pas un fait naturel. Sur le plan naturel, nous avons une forte dotation. Mais ce qui nous manque, c'est la perception du développement au regard de l'évolution actuelle et du besoin de la communauté. Parce que si vous prenez en termes de développement, vous allez vous rendre compte que quand l'homme noir découvrait le feu, c'était un développement. Lorsqu'il a commencé à travailler le fer, c'était aussi un développement. Mais fort malheureusement, il n'a pas su cumuler dans le temps et projeter le développppement actuel. Et à partir de C'est quand? la communauté occidentale qui était à la base de la vitesse qu'il y a aujourd'hui. C'est cette communauté qui a su utiliser notre ancienne technologie pour nous amener à cette économie de grande échelle. Et à partir de quand ça s'est estompé? C'est parce que nous sommes tournés vers l'Occident en oubliant nos propres valeurs, en oubliant notre intelligence ou ce qui faisait l'homme noir. Bon, nous n'avons pas le même modèle de développement. Parce que généralement, nous, les Africains, nous sommes des conservateurs. C'est-à-dire que nous sommes dans la tradition. C'est ce qui a freiné aussi l'élan du développement de l'Europe. Mais lorsqu'il y a eu les années des Lumières, c'est en ces moments-là que, quand l'homme commençait à mettre en cause tout ce qu'il y avait, c'est en ces moments-là qu'ils ont commencé à inventer. Voyez-vous? Ce ne sont pas les conservateurs qui amènent le développement. Il faut douter ou mettre en cause ce qu'il y a pour arriver à inventer. Parce que généralement, quand vous allez dans nos villages, la tradition est encore conservée. Et vous allez vous rendre, c'est là où il y a un problème de blocage du développement.
Parce que le développement est d'abord mental. Vous devez envisager mieux que ce qu'il y a. Mais si vous êtes conservateur, ça vous bloque. Voilà pourquoi vous trouvez, au niveau, par exemple, de l'espace pygmée, ils connaissent un certain degré de développement. Mais fort malheureusement, ce développement n'est pas adapté à la vitesse du développement mondialement accepté. Ce qui fait qu'ils sont conservateurs et ils n'arrivent pas à booster l'intelligence. Et pendant ces temps, que fait l'élite africaine, l'élite congolaise? Une opinion estime que les sous-développements, le marasme économique et politique dans lequel notre pays est englué, c'est la faute à l'élite. Bon, pas la faute, mais la responsabilité plutôt. Ce n'est pas en termes de faute, parce que le développement ne se décrète pas. Ça se prépare. Le développement, effectivement, ça se planifie. Et en règle générale, l'élite, ce que nous appelons élite, que ce soit politique et autres, culturelle et ainsi de suite, sont des consommateurs de développement. Ils ne sont pas des créateurs de développement. C'est-à-dire, on veut faire ce qu'il y a. Voyez-vous? Généralement, quand les gens regardent ce qu'il y a dans le catalogue, ils envisagent acheter ce qu'il y a. Peu sont ceux qui arrivent à concevoir. Or, si nous arrivons à appliquer l'investissement, l'innovation et l'invention, c'est en ces moments-là qu'on va effectivement enclencher le développement. Nous ne sommes pas dans ça. Le problème, ce n'est pas parce que cette élite est acquise à une certaine cause. À la cause étrangère, par exemple, ou occidentale. Oui, mais le Nigeria, l'élite nigériane est aussi acquise à la cause occidentale. Mais en même temps, elle essaye quand même d'apporter les changements. Parce que si vous regardez au niveau du Nigeria, il y a plus d'avancées que chez nous. Voyez-vous? C'est justement parce qu'ils ont pris conscience et ils sont entrés dans le challenge, justement parce qu'ils considèrent qu'il fallait transformer les structures. Mais chez nous, nous sommes des conservateurs. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel de la classe politique ne gère que ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un esprit innovateur. Ils n'ont pas un esprit, une capacité d'anticipation, de projection. Nous vivons le présent. Et d'ailleurs, si vous suivez l'essentiel de la classe politique, la vision est court-termiste. Tout le monde voit 2028. Peu sont ceux qui projettent 2032, 2050, 2100. Parce que nous avons une vision court-termiste. Et ça, c'est contre le développement. Et que faire pour avoir ne serait-ce qu'un élan de développement, un débit de développement chez nous? Non, nous l'avons déjà, mais ce n'est pas adapté à l'évolution du monde. Que faire alors? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chaînes YouTube. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire que nous consommons ce qu'il y a et puis nous nous adaptons. Alors, nous pensons que dans chacun de nous, il y a un côté génie. C'est-à-dire que nous devons investir dans l'homme. Et nous avons l'avantage, nos enfants sont très intelligents. Ils ont une intelligence au-delà de ce qu'il y a, mais ils ne sont pas encadrés. Parce que quand vous regardez même le système d'enseignement, on nous gère, on nous forme par rapport à ce qu'il y avait. Selon le modèle étranger. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui ont un génie, qui sont au-delà de ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas de structure d'encadrement. Cela les étouffe aussi. On apprend à nos enfants ce qu'il y a. Une idée de réformer le système éducatif, ça vous tenterait? Non, mais ça marcherait par exemple. Non, mais c'est ça notre vision en fait. C'est ça notre vision. Nous allons insister sur le système, sur la politique d'enseignement. On va essayer de scinder le système d'enseignement en plusieurs compartiments. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire suivre à tout le monde. Miser sur le capital humain. Effectivement. C'est-à-dire que nous allons insister sur ça. Il y a une formation qui sera centrée essentiellement sur le développement du génie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont la capacité d'invention. Ils n'ont pas besoin de suivre le cursus classique. On va les mettre dans cette posture-là, justement, pour développer leur intelligence. Et les autres vont suivre la formation classique. Et dans la formation classique, nous avons la formation formelle et non formelle. C'est-à-dire, nous avons d'un côté le système classique tel que nous avons, maternelle, primaire, secondaire, humanité, université ou institut d'enseignement supérieur, parce que là, il y a deux niveaux de formation. Il y a la formation formelle et la formation fondamentale, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais aussi il y a la formation non formelle où on doit former des gens pour développer leurs aptitudes afin de répondre aux besoins de développement. Et la troisième, l'autre formation qui n'est pas assez développée chez nous,
c'est la formation informelle. C'est-à-dire, nous devons aussi apprendre à nos enfants nos pratiques à nous, qui ne sont pas nécessairement reprises dans le système d'enseignement, mais qui sont nécessaires. Par exemple, comment les pygmées arrivent à résoudre certaines questions de santé, à vivre dans la forêt. Ça, nous pouvons instaurer ça dans notre politique d'enseignement. Merci beaucoup. La RDC a la vocation de devenir une grande puissance africaine et même mondiale, mais ça passe par la formation dont vous avez fait mention. Vous comprenez qu'il est outillé, il est président du parti politique. Je suis un agrégé en économie. Et après tout, je suis produit de l'UPEN. Évidemment. Donc, voilà. Vous allez remarquer, c'est l'offre que porte son parti politique, Lèvons-nous et bâtissons le BAT. C'était juste pour détendre l'atmosphère parce que c'est des sujets qu'on aborde rarement sur le plateau télé. On va parler de l'actualité, oui. Le chef de l'État était devant le député de l'Union Sacrée, membre du gouvernement et chef d'entreprise du portefeuille samedi. Il a abordé plusieurs sujets, entre autres celle relative à la création de l'Union Sacrée, les raisons de la création de cette Union Sacrée qui serait en passe de sonner les glaces. Le président n'a pas évoqué, malheureusement, curieux que cela puisse paraître, la question des changements ou des révisions constitutionnelles. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, en prenant la première intervention ou l'avis d'Alain Bolodjo, on va prendre cet extrait choisi pour vous. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union Sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Voilà, discours du chef de l'État devant le député, membre du gouvernement et autres sociétaires de l'Union sacrée samedi au chapiteau de l'Union sacrée. Première question à Alain Bolodjo. Que retenez-vous du discours du chef de l'État devant l'Union sacrée? Au-delà du ridicule, il n'y a rien. En tout cas, je viens de suivre un monsieur très dangereux. Il convie les autres à venir sans document, sans ligne de conduite. Ils construisent ensemble ce qu'il appelle l'Union sacrée. Il y a eu document, malheureusement. Quel document? Le document, la charte... non, mais c'est venu après. C'est venu après. Qui définissait l'Union sacrée. Non, mais c'est venu après.
quand il invitait les gens, il n'y avait aucun document. Il a fait un discours inutile de 6 minutes. Et lors de ces discours, il n'a pas donné les grandes orientations. Il a dit, ceux qui auraient l'amour du Congo, venez me soutenir parce que je me débarrasse de ça. Et l'intention était quoi? D'avoir une majorité à lui. C'était ça l'intention, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas... Et non, c'est de refonder l'action du gouvernement. Non, il ne voulait pas que le gouvernement soit issu du FCC. Parce qu'il voulait se débarrasser du FCC. Il voulait avoir une majorité parlementaire. Et sur cette majorité parlementaire, il comptait d'abord sur le député de sa famille politique, mais aussi sur les autres opposants. Il comptait sur Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres pour constituer cette majorité. C'était sur base de ces calculs-là. Alors, il y a d'autres qui sont venus, parce qu'avant déjà, Bahat, il avait approché, et ainsi de suite. Ils sont venus avec leur majorité. Voyez-vous, ce sont les autres qui ont apporté à l'UDPS cette majorité. Parce que l'UDPS n'avait pas 75 députés. Il y en avait, je crois, 39, quelque chose comme ça. Et les autres sont venus avec leurs députés politique. Pour justement renverser la majorité parlementaire. Tout à fait. Et donc, de ce fait, c'est la majorité qui devait dégager le gouvernement. Alors, je ne sais pas comment M. Félix Tshisekedi ne savait pas que les autres qui étaient venus justement pour avoir le gain qu'il voulait aussi. Il voulait participer dans la composition du gouvernement. Il dit en lançant l'appel à l'union sacrée, ce n'était pas pour un partage de responsabilités. C'est contradictoire? Voilà. Non, c'est ridicule. Ce n'est pas contradictoire, c'est ridicule. Parce que lorsque vous invitez les autres pour constituer la majorité, le principe est que vous allez partager le pouvoir au niveau des institutions. Parce que sans cette majorité, Félix Tshisekedi serait effectivement président, mais il n'aurait pas le pouvoir sur le gouvernement. C'est pratiquement le même contexte qu'il y avait avec le FCCK. Lui voulait avoir le pouvoir de nommer un premier ministre. Il voulait que les autres soient dans la vision qu'ils avaient. Mais leur vision était quoi? Gouverner. Ce n'était pas la vision de regarder la beauté de Félix Tshisekedi. Ils avaient l'intention de gouverner. Alors, la conséquence, en gouvernant, il fallait maintenant redistribuer les cartes, permettre à chacun de jouer par rapport à son poids politique. L'avantage qu'il a avec cette fameuse union dite sacrée, tous lui reconnaissent le pouvoir de décision. Ce qui était contraire au FCC-Cash, où il y avait une cohabitation pratiquement. Mais dans le cas de l'union sacrée, tous avaient fait allégeance à Félix Tshisekedi. Mais ils attendaient maintenant que l'on tienne compte de leur poids politique. C'est ce qui fut fait pendant tous ces temps. Ils se sont redistribués le pouvoir. Mais lui maintenant en tant que coach, lui maintenant en tant que manager, il devait savoir comment utiliser les énergies des uns et des autres. Parce qu'un manager, c'est celui qui oriente les actions vers les objectifs que lui-même s'est assigné. Quels sont ces objectifs-là? Lui, il visait quoi? Donc, en d'autres termes, si l'union sacrée bat de l'aile, c'est parce qu'il n'y a pas une vision éclairée. Non, mais effectivement, il n'y a pas une vision éclairée, il n'y a pas assez d'énergie pour orienter les choses. Et fort malheureusement, Félix Tshisekedi les a utilisés comme des mercenaires. Les mercenaires sont au service de plus au front. Et peut-être que lui ne savait pas, tous ceux qui l'avaient approché avaient aussi des ambitions. Alors, ils ont géré pendant près de 3 ans. Ils ont demandé à la population de leur donner une majorité. Fort malheureusement, cette majorité diabolique a pratiquement 90% des sièges au niveau du gouvernement, l'Assemblée nationale, et ils ont pratiquement la même chose au niveau du Sénat. Ils ont une majorité confortable. Mais quelle est la vision? Jusque-là, il y a un problème de vision. Parce que l'essentiel de ceux qui ont détourné pendant le premier mandat et même le second qui commence sont d'abord de l'UDPS. Tout ce qu'on a connu comme scandale en termes de détournement sont d'abord de l'UDPS. C'est-à-dire que les autres là ne sont que des victimes. Et les ministres les plus minables sont ceux de l'UDPS. Sont de l'UDPS. C'est-à-dire que nous assistons là à une sorte de projection de la vraie nature de la personne de Félix Tshisekedi. Alors, je voudrais justement rappeler aux uns et aux autres un fait majeur. Félix Tshisekedi a dit c'était Ilunkamba qui bloquait. Félix Tshisekedi a considéré c'était Mabunda et Tambwe Mwamba.
Félix Sekedi a pensé à un certain moment que c'était la majorité parlementaire. Félix Sekedi a considéré que c'était Kabila. Félix Sekedi a considéré que c'était Moïse Katumbi. Félix Sekedi a considéré... C'est-à-dire qu'il a cité tout le monde. Mais maintenant, là, il est en train de faire un procès sur l'union sacrée. C'est ce que voudrait dire son discours. À qui les derniers tours? Le prochain tour. Parce qu'apparemment, il a cité tout le monde. Il a cité la Constitution, il a cité Kabila, il a cité... Apparemment, ce qui reste après l'union sacrée, il va citer les membres de sa famille. Parce que c'est quand même pitoyable, c'est quand même regrettable de voir que des gens qui se sont quand même compromis pour vous soutenir, vous leur dites non, moi quand je vous appelais, c'était... Mais si il fallait dire ça, il fallait le dire en 2023, avant les élections. Est-ce que n'avait pas tout le moyen pour se débarrasser de cette union sacrée? Parce que l'union sacrée est intervenue lors de son premier mandat, avec le second mandat ponctué par plus de 70% des suffrages. N'avait-il pas le pouvoir de s'en passer? Non, le problème maintenant, c'est que le pouvoir, c'est une sorte de mosaïque en fait. C'est-à-dire que c'est un pouvoir bigarré, isobazoba. C'est-à-dire qu'on a pris plusieurs tissus, on a essayé de coudre, on a conçu ce que nous appelons aujourd'hui pagne, union sacrée, mais la qualité des tissus diffère. Et le fil qu'on a utilisé, c'est un fil faible, que ça peut se casser à tout moment. Voyez-vous? Vous prenez par exemple l'UDPS. L'UDPS elle-même, c'est un cancer pour l'union sacrée. Cancer, pourquoi? Parce que l'UDPS n'a pas donné de bons membres du gouvernement. Je peux vous défier ici de me citer un seul ministre qui brille par sa compétence et qui est issu de l'UDPS. Un seul. Il n'y en a pas. Si vous prenez le gouvernement passé, les grands détourneurs, ceux qui ont été plébiscités, le meilleur détourneur du siècle, sont de l'UDPS. Ceux qui ont assumé de fonctions et qui n'ont pas apporté des résultats sont de l'UDPS. Bien que tous ont triché, n'ont pas su bien gérer, mais à l'UDPS, c'est pire. Pourquoi cet état de choses? C'est parce qu'ils disent qu'ils sont du parti présidentiel? Non, ce sont des hommes de mauvaise qualité. Ce sont des hommes de mauvaise qualité qui constituent ce que vous appelez union sacrée. Je vous prends le cas de Bemba. Bemba avait quand même de bribes d'informations sur la situation de guerre. Parce qu'il a été, bon, je ne dirais pas assassin, mais il a été chef de groupes armés, il a eu à tuer des gens, il en a l'expérience, il en a le goût. Voyez-vous? On fait de lui ministre de la Défense. Mais apparemment, toute la gouvernance de la Défense était faite au niveau de l'institution président. Apparemment, c'est le chef de la maison militaire qui décidait en dernier ressort avec Félix Sekedi. On lui a donné une fonction justement pour faire de la figuration. Il n'y a pas eu de résultats. Vous comprenez? Vous prenez par exemple M. Kamere. On a fait de lui ministre de l'économie. Mais apparemment, il n'avait pas les leviers du pouvoir. Il n'avait pas assez de manœuvres pour décider. On a donné à d'autres personnes de fonction. Apparemment, tous n'avaient pas la possibilité. Parce que déjà, au niveau de la présidence, il y avait un gouvernement parallèle. Parce que si vous regardez en termes de correspondance ou d'équivalence, le poste ministériel équivalait pratiquement à certains postes de conseillers et ainsi de suite. Et cela faisait que le gouvernement était asphyxié. Les décisions se prenaient à ces niveaux. On a connu une sorte de gouvernement parallèle. Non, il y avait effectivement, il y a jusqu'aujourd'hui le gouvernement parallèle au niveau de la présidence. Et la personne qui assume la fonction avait un problème. Parce que M. Félix Sekedi, en réalité, au regard de ses fonctions, régaliennes, devait être comme le maestro. C'est-à-dire que lui, il connaît quand est-ce qu'il faut donner quel ton pour que la musique soit harmonieuse. Voyez-vous? Il sait que tel instrument va jouer à tel moment, tel autre instrument va jouer à tel moment. Il sait donner les tempos pour que le son soit harmonieux. Mais fort malheureusement, lui-même a un problème de notes. C'est qu'il n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'orienter l'action publique. Il ne connaît pas l'État. Il ne se connaît même pas lui-même. Il dit, non, voilà, moi quand je vous appelais, non, mais monsieur, quand vous les appelez, c'était en 2021. En 2020. En 2020. 2020, 2021, chaque année, il y a moyen d'évaluer. Si vous avez considéré que ça ne valait pas la peine de continuer avec eux, il fallait créer, n'est-ce pas,
votre bande avec des gens qui vous sont favorables. C'est une sorte, alors, pourquoi... une sorte de réquisitoire contre l'Union sacrée? Non, mais effectivement, je leur avais dit ça. Je leur avais dit, après la constitution, ça sera vous. Je leur avais dit. Alors, aujourd'hui, pourquoi veut-il gueuler sur les autres? Je vais vous dire tout simplement, parce qu'il a constaté que les gens ne veulent pas le suivre par rapport à la forfaiture, au banditisme ou à la rébellion qu'il veut nous imposer du changement de la Constitution. Alors, si vous ne partagez plus ma vision, alors vous pouvez prendre vos tangentes. Mais la grande question, est-ce que quand il venait pour le rejoindre, la question était celle de changer la Constitution ou de gouverner? S'ils refusent, ils n'ont violé aucune loi. Ils n'ont violé aucune norme. Parce qu'ils ne sont pas venus pour vous accompagner à vous éterniser. Ils avaient comme base de leur raisonnement la Constitution et le souci d'avoir le pouvoir. Mais vous voulez outrepasser vos limites. Naturellement, ce n'est pas l'union sacrée qui a été créée pour changer la Constitution. L'union sacrée a été probablement créée, n'est-ce pas, pour permettre à ce qu'il y ait bonne gouvernance. Et on se rend compte, sur ces terrains-là, ils sont tous médiocres. Je voudrais comprendre quelque chose. Le discours du chef de l'État voudrait insinuer quoi? Est-ce que l'union sacrée est devenue pesante ou il est conscient du surplace ou de la crise des leaderships ou des confiances? Bon, en fait, le plus grand élément de divergence à ces stades, c'est le changement de la Constitution. Parce qu'apparemment, tout ça divise? Non, mais effectivement, quoi de plus naturel? Parce que si vous regardez... Mais on a vu Caméré, on a vu Bahati, même presque tous les présidents s'est prononcé en faveur du changement ou de la révision constitutionnelle. Non. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ces gens-là prendre position pour le changement. Peut-être si je me trompe. Caméré était favorable à la révision. Non, mais effectivement, il est favorable Bemba, il est favorable. Il ne sait Bemba pas est sur quel favorable pied à la danser. révision, bien qu'il n'est pas stable, il n'a jamais été stable. Ils sont favorables à la révision. Vous savez pourquoi? Parce que Kabouya, Samalokonde, tous sont déjà partants pour le changement, carrément. Mais voilà pourquoi ils demandent maintenant à ceux qui ne sont pas favorables au changement de la Constitution ou à son maintien, ou ceux qui ont l'ambition de devenir un jour président, de quitter la barre. Donc, est-ce que c'est pour cette même raison qu'on va élargir les présidiums à d'autres leaders, partis politiques? Voilà pourquoi j'ai dit, M. Félix Tshisekedi n'est pas fait pour faire la politique. Il est prédestiné à autre chose. Parce qu'en politique, il faut avoir l'intelligence politique. C'est ce qui lui manque. Quel est l'état des lieux? Quel est le constat que vous avez pu faire? Quelles sont les variables explicatives de ce qu'il y a? La solution n'est pas d'élargir le présidium. La solution, c'est d'abord connaître les raisons qui font qu'il y ait malaise au sein de l'organisation. Parce que vous n'allez pas commencer à donner des schémas de thérapie qui ne cadrent pas avec un diagnostic. Vous avez établi un diagnostic, il y a un problème de désharmonie, il y a un problème de désamour, il y a un problème. Alors la solution, c'est comme il a dit, que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa vision... De prendre leurs responsabilités. De quitter l'union sacrée. Parce que les objectifs ayant changé, naturellement, ils doivent quitter. Ils doivent impérativement quitter parce qu'ils ne sont pas venus pour accompagner la forfaiture de M. Félix Tshisekedi. Alors, si ces gens-là quittent, vous allez vous rendre compte que la majorité va basculer. Voyez-vous? Parce que ce sont ces gens-là, ce sont ces personnes-là pour qui il n'a aucun respect, ce sont ces gens-là qui lui confèrent aujourd'hui le pouvoir d'être appelé l'autorité morale ou immorale, je ne sais pas comment on l'appelle. Et donc, dans ce contexte-là, si ces gens-là quittaient, la majorité va basculer. Est-ce que l'union sacrée est une majorité qui est sur le fil du rasoir? Non, mais l'union dite sacrée, c'est un fourre-tout. Je l'ai dit ici, c'est un mélange de tout. Je prends l'union sacrée comme ça, comme une poubelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécifié le type de déchets. Voyez-vous? Il y a les déchets biodégradables, il y a les déchets dégradables, et ainsi de suite. Et donc, ils sont dans ça. Alors, maintenant, s'il veut que les déchets biodégradables puissent dégager, mais ils sont majoritaires. Et donc, si c'est ça sa volonté, comprenez M. Jean-Pierre Bemba, comprenez M. Bahati, comprenez ceux qui gardent encore une certaine conscience, comprenez que Félix Tshisekedi veut se servir de vous pour violer la Constitution. Mais sachez-le très bien, nous qui sommes en dehors de l'union sacrée, nous savons que si vous le faites,
vous serez jugé comme co-auteur et complice. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire. Et n'oubliez pas, il y a une justice. Au-delà de la justice institutionnelle, il y a la justice populaire. Tout à fait. C'est-à-dire le peuple se prépare aussi à faire échec à l'individu Félix Tshisekedi ou au groupe d'individus, l'Union sacrée, dans l'idée d'avoir le pouvoir par la force ou l'exercer en violation de la Constitution. Donc, pour vous, la solution ou la réponse à cette crise serait de renforcer la gouvernance ou de refonder l'action gouvernementale. Parce que penser que l'Union sacrée est la cause du surplace, c'est vouloir trouver une solution par placebo. Non, mais je crois avoir été suffisamment clair. C'est-à-dire que nous sommes en train d'analyser un fait politique. Cela ne veut pas dire que je prends position par rapport à cette question. Moi, je considère l'Union sacrée comme une rature sur une feuille d'examen. Voyez-vous? Je considère que tous ceux qui ont cautionné cette union dite sacrée sont des traîtres. Cependant, j'ai dit, Félix Tshisekedi doit apprendre à être honnête. Il doit apprendre à respecter ses partenaires. Parce qu'ils ont pris une position politique qui a des conséquences sur leur notoriété. Voyez-vous? C'est un manque de respect? Non, mais ça l'a toujours caractérisé. Il n'a jamais respecté ses partenaires. Mais il avait un langage policier en parlant à sa majorité. C'est un avis que vous partagez? Non, mais déjà, d'ailleurs, tout le monde sait que Félix Tshisekedi n'a jamais été sérieux. C'est-à-dire que même quand il parle là, les gens savent qu'il n'a jamais été sérieux. Mais on sent que Félix Tshisekedi est en train d'être manipulé. Par qui? Mais lui-même connaît. Parce que quand il prend position, et d'ailleurs, lui-même a déjà peur, on sent la peur. Et Moussé ou la peur? Non, on sent la peur, c'est-à-dire qu'il vit dans une peur bleue, on le voit, on le sent. Et puis deuxièmement, quand il parle, il n'a trouvé aucune solution. Aucune solution. Parce que vous êtes reconnu comme leader d'un groupe, vous constatez qu'il y a des malaises. Généralement, les leaders commencent à traiter ce genre de questions en aparté. Et après, il va convoquer les leaders. C'est à ces moments-là qu'on prend la décision. Si vous voyez un leader appeler tout le monde pour commencer à faire passer un message, c'est-à-dire qu'il veut assouvir ou satisfaire les exigences de la masse parce qu'il se rend compte qu'il n'a plus la maîtrise de cette masse-là. Il considère que ceux qui avaient la responsabilité de gérer ce que vous avez appelé le présidium n'ont pas su jouer le rôle de trait d'union entre la masse de l'union sacrée et lui qui prétend être le leader. C'est ces traits d'union-là qui posent problème. Alors, il vient maintenant accuser ces traits d'union face aux gens, justement, pour leur dire « Moi, j'avais l'intention de vous servir, mais ce sont ceux qui sont là, qui sont à la base. » En ces moments-là, il y a frustration entre comment on peut appeler, entre les leaders mineurs et la masse. Et naturellement, ça crée des frustrations. Et ces combats-là arrangent dans une certaine mesure nous qui sommes contre ces cancers. Mais ça ne va pas aider la République, d'autant plus que l'essentiel de ceux qui sont là assument des responsabilités. Est-ce qu'à ce stade, avec un peu de recul, si on posait la question à Bolodjoa ou s'il était à la place du chef de l'État, je ne peux pas être à sa place parce que je ne suis pas tricheur. On déciderait du maintien de la coalition FCCash. Est-ce que c'était intelligent ou sage de briser la coalition FCCash pour l'Union sacrée? Cette fameuse coalition est aux antipodes de valeurs défendues par la Constitution. Et même les valeurs cardinales, les valeurs morales. Voyez-vous, je le dis comme ça, l'essentiel de ceux qui sont là, soit ils sont délinquants, soit ils sont déviants. Il n'y a que les deux possibilités. C'est-à-dire ceux qui violent la loi légale et ceux qui violent la loi morale. Il n'y a que ces deux. Là, vous parlez du FCCash ou de l'Union sacrée? Non, je parle de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il y a les délinquants, il y a les déviants. C'est entre les deux. Il n'y a pas possibilité de trouver mieux que ça. C'était une mauvaise stratégie de casser l'Union sacrée et en règle générale, FCCash en règle pour générale, mettre sur pied une nouvelle coalition. Non, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? En règle générale, on constitue les organisations sur base de valeurs partagées. Voyez-vous? C'est sur base d'une vision que l'on s'est fait, c'est sur base d'un système de valeurs que l'on défend que l'on peut se mettre ensemble.
Si vous trouvez une association constituée essentiellement de voleurs, comprenez que le chef a l'intention de voler. Si vous avez des gens qui ne respectent aucune norme, comprenez que le chef a besoin d'instaurer un État sans loi. Ce sont là des réalités. Qui sont là? Ce sont des anciens gestionnaires, des anciens rebelles. Ils constituent l'essentiel. L'essentiel de ceux qui ont volé sont là. Et comment demander à la majorité des comptes alors que le plein pouvoir revient à l'autorité morale des références? Bon, je ne sais pas s'il y a une autorité morale ou immorale, c'est à vous de voir. Mais ce qui est vrai, généralement, lorsque vous assumez de fonctions, en règle générale, lorsque vous assumez de fonctions, vous êtes régi par le principe de la redevabilité. Mais comment rendre compte et comment exiger de compte? Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un procès. Et son message va plutôt dans le sens de l'acceptation de la Constitution, du changement de la Constitution. Parce que sur toutes les autres questions, il y a un cadre approprié. S'il veut faire passer un message aux députés, ce message ne sera pas orienté de la sorte. S'il veut faire passer un message au niveau du gouvernement, c'est au niveau du Conseil des ministres. N'oubliez pas qu'il y a chaque vendredi le Conseil des ministres. C'est là où il faut évaluer le niveau d'exécution. Il parle sur des questions politiques qui engagent toutes les institutions. Donc, en quelque sorte, les membres du gouvernement n'avaient pas leur place dans ces chapiteaux de l'Union sacrée. Non, ils sont membres de l'Union sacrée, mais ils ne sont pas là pour parler de la gouvernance. Ils sont là pour parler des questions politiques, problèmes de la famille. Voyez-vous, voilà pourquoi on le met ensemble avec les députés, ainsi de suite. Parce que s'il y avait un problème, comme je l'ai dit, ça allait être abordé au niveau du Conseil des ministres. S'il y avait un problème au niveau des députés, il allait passer par le croix des transmissions, qui sont le leader et qui gère pratiquement l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est en train de parler des questions politiques. Or, sur des questions de politique, il n'y a qu'un seul point de divergence, c'est le changement ou pas de la Constitution. On parlera de ça tout à l'heure. Mais bien avant, on va évoquer cette question avec cette vidéo de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui défend bec et ongle que l'article 220 est révisable. On l'écoute. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça, c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Tout le monde veut défendre à corps et à cri ces projets de changement de la Constitution. Sur la première ligne, on retrouve le professeur, entre guillemets, Dieudonné Kalouba. On a aussi le professeur qui est secrétaire de l'Union sacrée, dont le nom m'échappe, voilà, qui sont André Mbata, qui défendent l'idée du changement de la Constitution. Mais au cours de cette rencontre avec le membre de l'Union sacrée, la question n'a pas été évoquée. Non, mais c'est la question qui divise. En fait, j'ai suivi ces professeurs
C'est comme ça qu'on les appelle. Et je me rends compte qu'il n'est pas favorable au changement de la Constitution. Il est plutôt favorable à la révision constitutionnelle. Vous comprenez? Parce que si vous l'avez bien suivi, il ne parle pas du changement, mais il parle de la révision. Et dans la révision, il pense qu'on peut réviser même les articles qui sont non révisables. Alors, la procédure serait d'abord réviser l'article 220. Il n'a pas totalement tort. Il a en partie raison. L'article 220 peut être révisé. Mais le principe qui est dicté dans cette matière, c'est d'ajouter et non de retrancher. Mais lui, il va plus loin. Non, lui pense qu'on peut retrancher. On peut même retrancher. Or, si on retranche, on change la philosophie de la Constitution. Et si on retranche, on est toujours dans la révision? Non, là, ça dépend de ce que vous allez retrancher. Parce que l'identité de cette Constitution réside dans cet article-là. Mais ce que je voudrais dire à ces fameux professeurs, c'est que ce qu'il dit, il n'y a rien de nouveau en fait. Ces débats, c'est un débat séculier. Nous l'avons déjà eu, ces débats-là, en 2010, 2011. Il n'a pas innové en fait. Alors quand il est devant les étudiants, il apparaît comme un génie, comme quelqu'un qui a innové, qui aurait apporté des éléments nouveaux. Non, je peux vous démontrer que moi personnellement, j'en ai parlé en 2011. En 2011, nous en avons parlé. Je prends ici à témoin notre frère, comment il s'appelle, Albert Tchaba. Il avait organisé une conférence sur Kasavubu, l'espace des jeunes, quelque chose comme ça. Il y a une bibliothèque juste à côté là. Nous en avons parlé. Et ce qu'il dit, j'ai dit ça, moi, je l'ai dit. En 2011, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des débats qui ont existé et chacun prend certains éléments et quand il en parle, ça apparaît comme si c'est quelque chose de nouveau. Ce qui est vrai. La conclusion était, par rapport aux travaux préparatoires, on peut ajouter certains articles, mais on ne peut pas retrancher. Okay. C'est de la même manière. Les compétences de province, on peut ajouter, mais on ne peut pas retrancher. De la même manière, la question sur la nationalité, on peut ajouter, mais on ne peut pas retrancher. Ce sont là les principes qui sont édictés. Et c'est ce qui donne la nature même de cette Constitution. Pourquoi a-t-il refusé de faire une approche juridique de la Constitution? Il va dans la philosophie de la Constitution. C'est justement parce qu'il sait que sur le plan technique, cette Constitution ne peut pas être révisée en élaguant les articles qui sont dans l'article 220. Les dispositions qui sont dans l'article 220. Alors, si vous lisez l'article 220 dont fait mention, quelles sont les matières qui peuvent déranger et qui peuvent nécessiter à ce qui est révision? Vous prenez l'article 220. La forme est républicaine de l'État. Là, ça ne peut pas changer. Là, ça ne changera pas. On ne va pas changer de république en monarchie. Je ne pense pas qu'il a cette intention. Ce qui veut dire qu'il n'est pas préoccupé à ça. On ne va pas élaguer ça de l'article 220. Même si on ne les reprenait pas dans l'article 220. Ce qui est vrai, personne ne va accepter que la République démocratique du Congo devienne une monarchie. Vous comprenez? Deuxième élément, le principe de suffrage universel. Il ne va pas accepter la démocratie pour que les dirigeants soient élus, soit au suffrage direct ou indirect. Ces principes-là ne les dérangent pas. Vous prenez le nombre et la durée des mandats. Là, on peut d'abord mettre de côté, parce qu'apparemment, c'est ce qui l'intéresse. C'est là que ça fait débat. Alors, nous prenons l'indépendance du pouvoir judiciaire. Veut-il élaguer ça? Oui. Non, lui ne peut pas vouloir élaguer. Parce que si la justice n'est pas indépendante, la justice ne sera jamais juste. C'était l'une des recommandations lors des États généraux de la justice. Non, mais ne suivez pas ces messieurs. Faire en sorte que le Conseil supérieur de la magistrature soit un représentant du gouvernement et le président de la République en fasse partie. Mais je tiens à leur dire, ça a existé dans le passé, ça a échoué. Ça a échoué. Parce que nous sommes dans le cadre de la séparation de pouvoir. Non, mais attendez, ce qui fait vous ne pouvez pas parler de la démocratie et ne pas avoir sans séparation de pouvoir et avoir une institution qui doit ne pas être politique.
Parce que si vous voulez que le Conseil supérieur de la magistrature soit constitué aussi du ministre en charge, c'est-à-dire que le gouvernement aura un regard sur tout ce qui s'est fait au niveau de la justice à ces niveaux-là. Et là, on verse dans le totalitarisme. Et pourtant, il y a d'autres ministères qui existent. Par exemple, le ministre près du Parlement ne participe pas au Congrès. On ne va pas insérer ça là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'indépendance de la justice, on ne peut pas changer. Le pluralisme politique, veut-il avoir un parti unique? Alors, vous allez vous rendre compte que toutes ces questions-là ne le préoccupent nullement. La seule question qui peut nécessiter à ce qui est révision de l'article 220, c'est la durée et le nombre de mandats. C'est pour ça qu'il se déchaîne. Or, la grande difficulté, même si vous êtes professeur des universités, la plus grande difficulté de l'homme congolais, c'est la crédibilité. Il était président de la Cour constitutionnelle. Comment est-il arrivé là? Et comment est-il parti de là? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut être intelligent, il peut avoir la maîtrise de la science, mais a-t-il la crédibilité nécessaire? Parce que moi, quand je le vois, j'ai du mépris, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de considération d'un homme moralement correct. Par conséquent, tout ce qu'il dira, tout ce qui sortira de sa bouche, on comprend que parce ne sera pas crédible. Avant qu'il ne quittât la fonction de président, il y a des choses qui ont été dites sur lui, surtout des gens du pouvoir. Si je peux considérer ça, je ne peux pas, moi, perdre de temps, parce qu'il peut aussi être utilisé comme un mercenaire. Si il a été utilisé, comme l'ont dit les membres de l'Union sacrée, quand il quittait la Cour constitutionnelle, si je prends ces éléments-là, je considère qu'il le fait il prête pour sa propre chapelle et moyennant quelque chose. Pourtant, nous savons que la durée et le nombre de mandats, ça fait partie des valeurs cristallisées dans la Constitution. Alors, si vous voulez bien comprendre ça, je vous recommande d'aller lire l'exposé des motifs. Allez voir ce qui est reconnu dans notre Constitution. Pourquoi sommes-nous arrivés à fixer ces principes-là? Et en ce moment-là, vous comprendrez que ça fait partie de valeurs soutenues dans la Constitution, de valeurs soutenues par ceux qui ont eu à participer. Il y a eu crise de légitimité persistante qu'on est arrivé à l'adoption de cette Constitution, selon l'exposé des motifs. Et d'ailleurs, lorsqu'on débattait sur l'article 71, qui est devenu l'article 70 actuel, il y a eu deux postulats. Certains considéraient qu'on ne devait pas limiter le nombre de mandats. C'est-à-dire que le peuple étant souverain, le peuple avait la latitude de voter le nombre de fois la personne de son choix. Le deuxième postulat, c'était défendu par mon parti de l'époque, FONUS, c'est-à-dire Emery Okunji, avec d'autres députés. Ils ont considéré qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Parce que, généralement, quand on a le pouvoir et que le pouvoir n'est pas encadré, on devient fou. Et dans cette folie, on a tendance à créer les conditions pour se pérenniser au pouvoir. Ce qu'il fait aujourd'hui, nous en avons parlé en 2005. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui n'ont pas l'histoire de la politique congolaise risquent de penser qu'il y a des innovations. Ces débats ici a eu lieu en 2005, lorsqu'on rédigeait la Constitution. Nous savions déjà qu'il y aurait un certain Félix Tshisekedi, qui aurait l'intention de réviser de manière intempestive la Constitution. Alors, si vous lisez l'exposé des motifs, on a ressorti ça dans cette partie. Bien que ne faisons pas donc cet article encadre mieux notre démocratie. Ça donne l'identité de cette Constitution. Au regard de plusieurs variables, nous sommes résolus que ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet. Et c'est là avec l'idée d'éviter à ce qu'il y ait de révision intempestive de la Constitution. Okay. C'est dit dans l'exposé des motifs. Merci beaucoup. On va peut-être chuter en prenant deux derniers sujets. On va parler de cette rocambolesque affaire des dotations de Jeep aux députés nationaux. Les chefs de l'État en ont fait promesse.
est-ce qu'une obligation constitutionnelle ou une sorte de corruption à ciel ouvert? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas être surpris. Hein. Je ne peux pas être surpris, d'autant plus que tous les Congolais ont cautionné ça. Comment? Ce n'est pas la première fois. Il vous souviendra, à la législature passée, il a eu à faire des dons, des palissades. On nous a dit que c'était une dotation. C'est-à-dire, dans le cadre de leur fonction, il y a eu dotation. Après vérification, c'était pas ça. On nous a dit que ce sont eux-mêmes qui avaient acheté. On leur ponctionnait une quantité d'argent chaque mois pour payer. Mais après, on a appris que c'était un don de M. Félix Sekedi. Alors, la grande question, pourquoi l'institution président, qui sait très bien que toutes les institutions ont une ligne de crédit, il y a tout, c'est-à-dire qu'ils ont tout en fait, pourquoi faire un don aux députés? Au-delà de leurs émoluments. Au-delà de leurs émoluments. Et des autres à plus de 3 milliards, à plus de 30... Attention, ils n'ont pas que des émoluments. À plus de 33 000 $. Ils n'ont pas que des émoluments, ils ont d'autres avantages. Les invisibles, entre guillemets. Non, même des visibles. Mais attendez, quand un député tombe malade, il est pris en charge par qui, d'après vous? S'il veut se déplacer à l'étranger, qui prend en charge? C'est son bureau, en fait. Et pourquoi ça? On a l'impression ici que les députés sont devenus des enfants gâtés de la République. Non, mais... Et pas les enseignants, pas le professeur. Parce que pendant ces temps, il y a grève dans nos universités et dans des écoles. Non, mais justement parce que Félix Tshisekedi a reçu une mauvaise éducation politique. Je ne parle pas de sa vie. Je parle de l'éducation politique. C'est-à-dire que pour lui, ce sont les politiciens qui doivent tout avoir. Si vous me donnez le temps, je peux vous démontrer ce que Félix Tshisekedi a fait. Allez-y. J'en ai parlé d'ailleurs. Savez-vous que dans son cabinet, il y a plus de 1000 personnels. Il a créé de nouvelles structures. Cellules de lutte contre la pauvreté, tout ça. Cellules de changement de mentalité. Et bref, tous ces gens-là ont rang de ministres. Le bureau du conjoint... Et toutes ces structures-là inutiles. Et parfois des services existants déjà. Non, mais qui existent dans l'administration. En les créant, ils ont les statuts de ministres, les statuts de ministres délégués, les statuts de vice-ministres, quelles conséquences? Vice-premiers ministres. La conséquence, ça pèse sur le budget. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que plus de 60% va juste dans le fonctionnement et la rémunération du personnel politique. Et ce qui reste, on prend encore l'argent pour acheter aux députés. Ils sont au nombre de combien? 500. Il y a combien de sénateurs? 108 sénateurs. Si on leur achetait des jeeps, cet argent correspond aux jeeps, les bus qu'on pourrait acheter pour 500 bus qu'on pourrait acheter pour les autres provinces. Voyez-vous? C'est-à-dire que dans ces priorités, ils préfèrent assouvir les appétits gloutons de la classe politique pour être en paix avec eux, au lieu de traiter des questions de la population. Parce que si vous prenez cet argent, prenons l'exemple, si on donnait, Papa Nemale Maladi, les députés touchaient aujourd'hui dans les 40 000 $. Si on dit à un député de prendre 10 000 $ chaque mois et de placer quelque part, il pourrait éventuellement s'acheter des jeeps. Parce qu'on ne peut pas leur donner l'essentiel de revenus, les ressources de l'État, et en même temps leur faire de dotation des jeeps. En campagne électorale, il avait dit que les députés ont aussi des responsabilités sociales, raison pour laquelle ils doivent être bien payés. Voilà pourquoi j'ai dit il n'a jamais été sérieux dans ce qu'il dit, et cela prouve à suffisance qu'il ne comprend rien de la situation de notre pays. Mais les parents ont aussi des responsabilités, non? Les enseignants ont des responsabilités, oui ou non? Les enseignants ont aussi des responsabilités au niveau de leur famille. Alors, un parent incapable de nouer les deux bouts du mois, parce que quand vous donnez à quelqu'un, je prends par exemple Metelsat, un chef de bureau vous touche pratiquement dans le 127 000 francs. Le mois, ça représente combien? Pratiquement dans les 40 $, non? Prenons 45 ou prenons 50 $. Comment arrivera-t-il à vivre avec 50 $? Ces parents-là n'ont pas de responsabilité. Probablement, si c'est un homme, il a une belle famille, il a des enfants. Il peut aussi assister d'autres personnes, mais vous les privez. C'est-à-dire qu'on donne à un parent
l'argent pour prendre du thé le matin. C'est ça les salaires congolais. Et que vous donnez à un parent $50. Si vous divisez $50 par 30, ça vous donne combien? C'est pratiquement dans les $1,6. Et que sous-attend ces dons, selon vous? Non, mais c'est de la corruption. De la même manière, ils ont donné des jeeps aux députés provinciaux qui avaient voté en faveur de celui qui est là, le gouverneur Dormeur. Eh bien, naturellement, ils veulent encore donner. Or, la priorité de l'État pour l'instant, c'est la question sécuritaire. Il fallait plutôt faire des dotations à l'armée qui est en carence. Il fallait donner des équipements, il fallait donner la ration, il fallait donner des tenues aux militaires pour que nous recouvrons nos 2 345 409 km², ou sinon donner le moyen aux médecins, aller devant l'immeuble dit intelligent. Il y a de personnel soignant de la Covid qui continuent à manifester. Et l'État ne fait même pas cas de ça. Des gens qui ont eu à prester qui ne sont pas payés. Il y a des enseignants qui prestent sans être payés. Il y a autant de personnels qui sont de nouvelles unités, même au sein de l'armée et même au sein de la police. Ça, ce sont des priorités. C'est-à-dire que le malheur que nous avons, c'est d'avoir un président qui est négligent. Et on a quelle conscience quand on fait ça? On privilégie une caste au détriment de la population ou du peuple. À partir de cet instant-là, on a quelle conscience? Non, mais la conscience est tronquée, la conscience est pourrie. Parce que déjà, lorsque vous avez un cœur dans un état végétatif, vous devenez insensible à la pauvreté, à la misère de la population. Vous devenez un politicien du type robotisé. Parce qu'en réalité, si moi je suis président et que j'apprends qu'il y a l'essentiel de la population qui souffre, ne vous en faites pas, je vais faire de coupes budgétaires. Je vais essayer de pallier tant soit peu au problème qui assaille la population. Parce que c'est lui qui investit dans la population, investit dans la popularité. Plus vous posez des actes en faveur de la population, plus vous êtes désiré par le peuple. Pourquoi les politiciens congolais, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils ne veulent pas prendre en considération le désirata de la population? Mais comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Voilà pourquoi le fait seulement qu'il devient de plus en plus impopulaire, il n'a pas besoin de la population, il investit sur ceux qui peuvent l'aider à changer les constitutions, et dès qu'il a la constitution, il sera cette fois-là élu au suffrage universel indirect. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est en train de préparer sa base électorale. Il va avoir des gens qui vont voter pour lui. Le fait seulement que l'essentiel d'entre ces gens-là sont corrompus, sont des mercenaires, et bien naturellement, ils considèrent qu'ils doivent servir le maître parce que c'est lui qui est leur... c'est lui qui leur donne à manger. Malheureusement, ce sera le mode de gouvernance qu'on va de plus en plus impulser, connaissant déjà leur mode de désignation, d'élection. On sait comment ils sont, pour la plupart des députés, comment ils sont là. En plus, au-delà de ça, c'est une dotation qui frise l'injure. Si peut-être il faut parler de chiffres, la Jeep Palisade coûtait presque 57 000 dollars à la République. Alors, fois 500, ça ferait autour de 30 millions de dollars seulement pour les Jeeps des députés. Non, mais pour Félix, c'est que 30 millions, c'est rien. Pour lui, 30 millions, c'est rien. Et surtout, ce n'est pas son argent. Voyez-vous? C'est l'argent de la République. Et cet argent doit être redistribué de manière équitable. J'en ai parlé. Si vous prenez l'article 36 de la Constitution, l'article 58 de la Constitution, on insiste là-dessus. Il faudrait que la redistribution se fasse de manière équitable. Il y a de ceux qui manquent de tout, d'autres qui ont tout. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, on ne peut pas donner à un député 40 000 dollars. Moi, j'étais en Suède, j'ai été reçu par le Parlement, certains membres du Parlement suédois. Ils gagnent combien là-bas? 6 700. Ça fait 67 000 livres. À la différence avec nous, là, ce sont des pays quand même développés. Non, mais pas quand même. La Suède est développée. Mais on donne à ces pays-là, aux députés, 6 700 dollars, alors que le coût de la vie, c'est-à-dire par rapport à son standing, vivre avec 6 700, c'est amplement suffisant. Mais si vous prenez les derniers de Suédois, il a pratiquement dans le 1 200 à 2 000 dollars. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'écart.
L'État a aussi pour mission de réduire les inégalités. On donne à un député 40 000 $ et on donne à un autre agent 40 $. C'est-à-dire que pour avoir l'argent d'un député, il faut faire 1000 ans et 1000 mois. Alors non, soyons sérieux. Allez, merci beaucoup, Alain Bolodjoa. On va terminer un mot sur la mise en place qui ont eu lieu au sein de l'armée, des FARDC. Il y a eu de permutations, mais aussi des départs. Que présage ces mises en place, ces nouvelles mises en place? La méfiance, la légèreté, l'indiscipline. C'est pas un signal, un message fort qu'on envoie à Kagame pour dire que voilà, la diplomatie échoue, nous nous préparons, nous nous engageons désormais sur la voie militaire. Cher ami, Kagame n'a pas besoin de nos messages, Kagame a besoin de nos actions. Quel message? Le moins d'escarmouche. C'était un message d'après vous? Ça a servi à quoi? Voyez-vous? Je voudrais, si vous me permettez, de lire on n'a plus assez d'état, allez-y. Oui, juste ça, la dernière partie de l'exposé des motifs, là où on insiste sur la révision, parce qu'on en avait parlé. Pour préserver le principe démocratique contenu dans la présente Constitution, contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée de mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et que vous comprenez que les constituants savaient qu'on aurait un monsieur comme Félix Tshisekedi qui tenterait de réviser certaines dispositions. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'identité, comme je l'avais dit. Alors, par rapport à la mise en place de l'armée, vous savez, les malheurs pour le militaire, ils sont astreints à être des hommes disciplinés. C'est-à-dire qu'ils vivent pas seulement par rapport à la Constitution, aux lois de la République, mais aussi par rapport aux principes de l'armée. Parce que n'oublions pas que l'armée a toute une loi qui l'organise. L'armée a une discipline qui va au-delà de la loi. Et on dit, tout ce que le commandant suprême fait, vous devez dire Alléluia, Amen. C'est ce qu'on leur dit. Mais moi, je dis aux militaires congolais, au-delà du commandant suprême, il y a la Constitution, et au-delà de la Constitution, il y a le peuple. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça doit se conformer à la Constitution, ça doit se conformer à la volonté du peuple. Monsieur Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il trouve un colonel, Chiwewe. J'en ai parlé ici. Quand les gens applaudissaient, moi j'avais dit, ces messieurs-là ne méritaient pas. Il trouve un colonel, il fait de lui général de brigade. Quelque temps après, il fait de lui général-major. Après, il fait de lui lieutenant général et il est nommé. En un temps record, il a raflé 3 ans. 3 gallons. 3 ans. Ce que je vous dis là, c'est en 3 ans, 3 gallons. 3 ans. Et le 4e année, il a été nommé comme chef d'état-major. Avec quel exploit? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Quel fait d'armes? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de complaisance. Peut-être vous serez surpris d'apprendre, pendant qu'il y avait le FCC Cash, le commandant, il était second, le commandant de la garde républicaine, c'était Chiwewe. Il était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chiwewe s'est détaché de plus en plus de Kabila. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il a été approché, il s'est détaché de plus en plus de Kabila, et voilà, Félix Tshisekedi l'a adopté. Et il avait besoin d'avoir ces gens à lui. Le fait seulement qu'il ne pouvait pas déployer des gens, le former pour faire des généraux, il a commencé à connaître une sorte d'ascension mystérieuse. Et à la fin, il a fait de lui chef d'état-major général, sans technicité. Et vous avez compris ce qu'il y a eu comme problème. Mais on se souvient de la vidéo qui avait fait le tour du net après sa nomination en tant que chef d'état-major des FARDC. Il avait sabré du champagne. Non, mais après, aucun territoire qui n'a été conquis ou récupéré. Non, mais effectivement, mais il a réitéré son soutien indéfectible à Félix Tshisekedi à plusieurs niveaux, où il a fait des déclarations, même au niveau de son église. Moi, je disais, ce n'était pas compréhensible, parce que ça crée de frustration au sein de l'armée. Il y a des gens qui ont fait l'école de guerre. Il y a d'autres qui ont fait des grandes académies, qui ont une idée sur l'armée.
Nous, nous sommes juste des théoriciens, nous apprenons. Mais eux, ils ont pratiqué l'armée. Il fallait promouvoir ces gens. Et les grades au sein de l'armée, c'est fait en raison de... Non, d'abord, il y a fiche de cotation. Oui. Chaque année, chaque militaire a une fiche de cotation. Après 3 ans, il peut être promu. Il y a la formation, il y a les exploits. Les exploits. Voyez-vous, la formation, les exploits. C'est vrai que le commandant suprême peut activer ces choses, mais il faudrait maintenant voir la conséquence sous la gestion du personnel. Et lui n'était nullement concerné par le 3. Non. L'essentiel pour lui, il a gagné le cœur de chef et on veut faire de lui, et on a fait de lui chef d'état-major. Maintenant, par rapport à la prestation, il a été piètre. Je vous l'avais annoncé, je vous l'avais averti. Mais il n'est pas toujours parti, on lui a trouvé... non, il est parti, il devient conseiller. Un autre atterrissage. Non, il devient conseiller. C'est une manière de l'isoler, parce que ces genres de personnes, si vous ne les gérez pas, il devient très dangereux. Il aura le même pouvoir d'influence? Non. Il n'aura plus d'influence. D'ailleurs, déjà avant de quitter, il n'avait plus d'influence. Apparemment, il n'était plus en odeur de sainteté avec Félix Tshisekedi. On voulait le faire partir bien avant. Mais maintenant, c'est que je veux vous dire. Peut-être ça ne va pas vous engager, mais je l'ai dit. Vous savez pourquoi c'est lui qui est là et là? Vous savez pourquoi? Le premier élément, c'est la tribu. Il y a déjà de frustration au sein de l'armée. Ce n'est pas ça. Oui, au-delà de ça. Non, pas au-delà de ça. C'est la tribu. Est-ce que le heureux promu ne sont pas même de relever les défis sécuritaire dans l'est du pays? Non, mais cette question a été posée. On ne s'est pas rabattu sur leur CV pour dire, voilà, enfin, ils méritent la confiance et on peut leur donner des responsabilités. Il y a des gens qui valent plus que ceux qui ont été promus. Il y a des gens qui valent plus que ceux qui ont été promus. Et là, on tombe dans les critères. Quand on tombe dans les critères, peut-être... À compétence égale, on préfère prendre la tribu. C'est ça. Or, l'armée doit être un corps discipliné. Dans l'armée, on ne doit pas sentir les tribalismes. C'est devenir des critères? Non, mais effectivement, je peux vous citer des cas. Mais Chico est de quel... C'est pas vrai. Non, le général Chico, il est de quelle tribu? Et vous pensez qu'il a été choisi pourquoi? Général Yav, il était en prison. Non, il est en prison, je pense. Pourquoi a-t-il été arrêté? Vous prenez Djadjidja. Pourquoi a-t-il été arrêté? Il y a autant d'officiers qui ont été arrêtés juste parce qu'ils sont proches de Kabila. Il y a des gens comme ça qui sont condamnés, d'autres qui n'ont pas été jugés, qui sont en prison. On a amené le tribalisme au sein de l'armée. C'est ce qui justifie les échecs. Or, j'ai dit ici, l'armée, c'est un corps discipliné. C'est-à-dire que nos débats à nous, nos débats sur la tribu, nos débats sur les tendances politiques, on ne doit pas les imposer dans l'armée. Parce que si dans l'armée, il y a un problème de frustration, même si vous avez des militaires qui valent la peine, ils ne vont pas se battre pour vous. Est-ce qu'on peut se relever face à l'avancée du M23 qui avance de plus en plus en faisant tomber des villes, même si on a signalé le week-end dernier la récupération de quelques territoires par nos FRDC? C'est faux. On doit apprendre à être sérieux. On ne maîtrise rien là-bas. L'avantage que nous avons une armée à même de bouter dehors le M23 et même de faire la guerre contre le Rwanda. Quand je parle de l'armée, ce n'est pas par rapport à la fonctionnalité, mais par rapport à la qualité des gens qui composent l'armée. Voyez-vous? Il y a un problème de commandement. Est-ce qu'on a encore ces hommes-là de Trump? Ils existent. Feu Mamadou Dalla. Non, mais attendez, Mamadou Dalla a été formé par qui, d'après vous? Kabila. Oui, mais qui l'a formé? Général Itumba, si je Et Olenga. Olenga, voilà. Alors, Olenga est encore vivant, oui ou non? Il n'a pas formé que Mamadou Dalla. Ils sont nombreux. Même quand Mamadou Dalla s'est battu, ils étaient nombreux. Il y a des gens qui ont été formés, qui sont capables de résoudre cette question. Mais il y a un seul problème, la qualité du commandant suprême. Ce commandant suprême étant défaillant, on ne gagnera même pas une bataille. Alors voilà pourquoi nous disons... Pas d'imprécation contre notre pays quand même. Non, mais attendez. Je suis en train de vous dire certaines vérités. Si vous voulez changer les choses, changeons le commandant suprême. Arrêtez votre débat sur la Constitution. Merci. Changeons le commandant suprême. Donnons la chance à l'État d'avoir un président sérieux. Pas ce que nous voyons là. En ce moment-là, l'armée va rentrer dans sa discipline.
l'armée aura une bonne dotation et on va résoudre cette question-là. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir, un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. En les Bolodjois, nous vous retrouvons avec le même plaisir pour une autre émission, peut-être dans le jour qui vient ou ou peut-être en 2025. Et déjà, non, mais probablement en 2025. Parce que... meilleurs vœux déjà de santé, de force. On a hâte à vous retrouver sur notre plateau avec plein de vigueur. Je serai toujours là. Allez, à toutes et à tous, bonsoir chez vous. Allez, on vous retrouve avec le plaisir.